Statistiquement, il est démontré qu'il n'y a pas plus de criminalité sexuelle dans des milieux précaires ou riches. Mais par contre, il y a une chose, moi je viens de la bourgeoisie, je la connais, il y a une chose que je sais, c'est que le silence est plus puissant chez les bourgeois, simplement parce que chez les bourgeois, il y a du bien, il y a de l'argent, il y a de l'acquis, et qu'il y a donc une crainte de perdre. Et la manière de ne pas perdre, ça peut être de se taire. C'est un film qui est inspiré d'un fait divers belge qu'on a appelé en Belgique l'affaire Issel. Et à travers ce fait divers, j'essaye de faire voir à quel point il peut être difficile de parler ou de témoigner d'un crime auquel on a assisté et dont on est le témoin. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut pour ça avoir beaucoup de courage, beaucoup d'estime de soi, beaucoup de force, et qu'à un moment où on parle tous et fort heureusement de libération de la parole, mais ça me semble important à travers une fiction de rappeler que pour parler, il faut du courage, quoi. L'inceste, c'est pas génétique. La pédophilie, les crimes sexuels, ça n'est pas génétique, c'est culturel. Et d'ailleurs, dans le film, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai fait du personnage principal, enfin de l'adolescent du film, un enfant adopté, pour faire réfléchir à ça. C'est-à-dire, en fait, un adulte, ça s'empêche. Et en s'empêchant, ça permet à un enfant ou un adolescent, à son tour, de devenir un adulte qui s'empêche. Et le jour où un adulte ne s'empêche pas, cette espèce de loi universelle qu'est l'interdit de l'inceste, ben, en fait, il n'y a plus de civilisation. En fait, le commun n'est plus possible. Et c'est exactement ce que je raconte dans le film. C'est-à-dire que dans une maison, quand les adultes ne soutiennent pas cet interdit universel, j'essaie de voir la manière dont ce crime, le venin se propage, quoi. Et parfois sur plusieurs générations, quoi. Quand je me suis mis à écrire le film, d'abord, quand j'ai découvert le fait divers, j'étais très ému par l'adolescent, donc par le fils. Et je dirais d'une certaine manière que je me suis mis à écrire parce que j'avais envie d'être l'avocat de ce jeune homme. Je pense que quand on a grandi dans un contexte comme celui qu'il a vécu, enfant et jeune adulte, ça rend fou. Et c'est la même démarche que j'ai pu entreprendre à l'époque d'À perdre la raison, avec l'adaptation d'un autre fait divers belge qui s'appelait l'affaire L'Ermite. Mais en écrivant le scénario, en essayant d'écrire la fiction, il y avait ce personnage de la maman de ce fils, enfin de cet adolescent. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est-à-dire qu'à condition de ne pas perdre de vue qu'elle est une victime d'abord et avant tout, puisque elle n'a pas prémédité le crime, elle l'a pas commandité, pardon, elle l'a pas, elle a rien demandé, c'est pas ce qu'elle souhaitait, quoi. Et, et du coup, il me semblait qu'il était possible par là de parler de la honte, du déni, mais il y a surtout une chose, je vais faire plus court. En 2009, j'ai tourné un film qui s'appelle Élève libre, euh, que j'ai accompagné, dont j'ai fait la promotion, et qui était un film très autobiographique. Je racontais mon adolescence et la rencontre avec des adultes qui m'avaient qui m'ont embarqué là où je ne l'imaginais pas, en les rencontrant. Et donc, quand ce film est sorti, je pensais que les gens qui me connaissaient adolescent allaient me parler. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que c'est un grand silence. Plutôt des gens qui, quand ils me croisaient, changeaient de trottoir. Et puis, 7 ou 8 ans après, je me suis mis à écrire un silence, ému par le fait divers. Et là, il y a quelqu'un qui m'est très, 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 très proche qui m'a appelé en me disant, voilà, ça fait des années qu'on me déconseillait de voir Élève libre. Je m'excuse, j'aurais pas dû écouter. Donc cette personne était très émue et m'a demandé simplement comment vas-tu. Et c'est vraiment là que j'ai compris pourquoi j'écrivais un silence. Parce qu'en fait, euh, cette personne qui m'était très proche et qui aurait pu me protéger de ce qui m'est arrivé adolescent en m'éloignant de ces adultes ne l'a pas fait, mais
surtout, n'est de nouveau pas responsable de ce qui s'est passé, mais a eu honte aussi de ne pas l'avoir fait. Et du coup est rentrée dans un espèce une honte qui amène au silence, quoi. Et donc voilà, la boucle était faite. Et voilà un tas de raisons pour lesquelles j'ai écrit ce film. Déjà j'ai d'abord écrit Élève libre, qui était le point de vue d'une victime. Et d'adopter ce point de vue des proches de la victime, je crois que j'aurais pas pu tout de suite. Euh, non, ça je crois que j'aurais pas pu. Emmanuelle Devos, dès le début de l'écriture, j'avais envie de le faire avec elle. Parce que je, de ce qu'on me disait, des 2 ou 3 conversations que j'avais avec elle, et des films qu'elle a fait, je sais que c'est quelqu'un qui travaille un peu, qui a la même exigence que moi, je dirais, qui n'est pas effrayé par le travail. Il se fait que la première version que j'ai rendue, parce qu'elle est exigeante, elle m'a dit non. Elle n'était pas encore satisfaite du scénario. Je me suis remis à travailler. 4 mois après, je lui ai fait lire une nouvelle version et elle a accepté. Et ça m'a rassuré parce que je me dis, ok, on va être deux à être vigilants. Et puis Daniel, j'ai vu peut-être 5, 6 acteurs fameux français. Et il y en a. Et parmi ces, enfin, parmi ces acteurs, il y en a qui m'ont dit, mais on aime beaucoup le scénario, mais si on jouait dans le film, c'est plutôt le film qui gagnerait et moins nous. Et j'ai trouvé ça très surprenant, étonnant dans l'époque dans laquelle on vit, parce que il faut bien que des hommes les jouent, ces rôles, pour qu'on puisse en parler. Et par contre, Daniel, il lit le scénario et je le renvoie. 2 heures après, il me rappelle, il me dit c'est super, on va le faire. Et ce qui était très touchant, c'est que pendant le plateau et les répétitions, Daniel, il a trouvé son personnage assez vite, les nuances, mais il était très soucieux, surtout de la façon dont on allait réussir à garder un lien, enfin une empathie entre le public et le si grave silence d'Astrid. Et ça m'a aussi beaucoup ému. Enfin, j'ai trouvé ça super parce que ça m'a fait voir pourquoi Daniel était là. Il n'était pas là pour sa poire, quoi. Il y a une chose que j'observe, c'est que, en tout cas, ceux qui ont accepté de jouer des rôles très compliqués, enfin, dans lequel il faut vraiment aller chercher des résonances pas simples, euh, bah, la plupart sont psychanalysés. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail au préalable, et c'est le cas de Daniel, par exemple. Ils ont fait un travail avant de monter sur scène, d'introspection, de connaissance d'eux-mêmes, qui leur permet d'arriver sur le plateau dans des répétitions et de laisser résonner sans être atteint au fond. Euh, et, et dans le même ordre d'idée, il m'est arrivé aussi euh, de, de faire des essais, même de travailler avec des acteurs qui n'avaient pas fait ce travail, enfin qui n'avaient pas fait cette recherche. Et je dois dire que j'ai observé leurs difficultés. Et j'ai parfois observé leurs souffrances. Et à un point que ça se fait naturellement, mais je me rends compte que je ne choisis plus que des acteurs qui ont fait ce travail. Évidemment que le lien entre un ou une cinéaste et ses acteurs, c'est un lien très, très particulier, très singulier. Mais de la même manière, je pense qu'il est nécessaire qu'un cinéaste ou une cinéaste ait fait ce travail d'introspection, parce que sans quoi, il se peut qu'il utilise ses acteurs comme des objets. Je vais donner une règle. Il y a une règle de base en psychanalyse qui est que un patient ne sort pas, n'a pas d'histoire affective et sexuelle avec ses patients. Je pense que c'est exactement la même chose avec un réalisateur et les acteurs avec lesquels il travaille. Ça devrait être exactement la même chose. C'est une règle de base qu'on devrait s'appliquer. Parce que, parce que ce qu'on travaille avec eux, avec les acteurs, dans des scènes parfois et dans des scénarios qui sont le fruit de notre intime, de notre histoire, avec des affects puissants, fait que c'est déjà bien suffisant. Quand on travaille des sujets qui questionnent les limites, la transgression, moi, il me semble, enfin, c'est une évidence. L'enjeu, c'est que le spectateur puisse être
et le public puisse être cinéaste avec moi, c'est-à-dire puisse lui aussi élaborer son propre film avec sa singularité de spectateur ou de spectatrice. Pour ça, si je filme la violence dans une espèce de jouissance ou de voyeurisme, je ne permets pas au spectateur d'élaborer, de réfléchir, de penser. Je l'attrape, je le saisis, éventuellement je le fais jouir, mais ça n'a aucun intérêt. Et il me semblait avec un silence, vu le sujet, qu'il y avait 2 priorités. La pudeur, être impudique sur un sujet comme celui-là, c'est ne pas permettre au spectateur de recevoir le film. L'autre, la sobriété, bon, et le travail sur leur champ, il est hors de question de filmer le crime, ça n'a aucun intérêt. Moi, le film, je me suis nourri du travail et de l'objectivité journalistique, du rapport des faits. Mais ça ne fait pas la fiction. Ce qui fait la fiction, c'est l'écriture du personnage, c'est des années d'écriture. Et il y a encore un troisième... Et ça, c'est le boulot de l'artiste. Puis il y a un troisième aspect qui est la vérité judiciaire, celle qui est prononcée par le procureur ou le juge, qui n'est pas la vérité, qui est une vérité parmi les autres. Mais il faut distinguer ces 3 dimensions, quoi. Et ce qui me plaisait dans ce fait divers, c'est qu'il y a les 3 dimensions étaient réunies, quoi. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où? Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il est plus possible de me taire. Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là. Va à la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est toi qui as été sur mon ordinateur? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur? Faut que tu me soutiennes. Raphaël, tu es mon fils. Si tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite. Ils attendent que ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari? C'était le seul qui savait pas. Moi, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui? Je sais très bien ce qui se passe, justement, c'est pas le moment de lâcher. Maman, tu lui as parlé? C'est quand que tu vas réagir là?